Bonsoir à tous, merci pour cet accueil. Je vous avoue que j'ai hésité à intervenir lors de cette convention. Le risque d'être recentré, voire carrément dédiabolisé par la présence de M. Enthoven. J'ai décidé de prendre le risque et je me fie aux médias présents pour faire la preuve une fois de plus de leur discernement légendaire et préserver comme il se doit la réputation de chacun. Plus sérieusement, je suis ici pour vous parler d'insécurité. J'ai écrit « La France orange mécanique » en 2013. J'évoquais dans ce livre l'ensauvagement de la France, l'ultraviolence, le laxisme judiciaire et la part de l'immigration dans cette insécurité. Sujet qu'il est compliqué d'aborder dans les grands médias aujourd'hui, à moins d'être un sociologue autorisé ou, comme c'est mon cas, de renoncer définitivement au journalisme de carrière, ce qui n'est pas si grave puisque ce journalisme a déjà largement renoncé à lui-même. Bientôt 7 ans après la France orange mécanique, est-ce que les choses ont évolué? On a parlé des violences faites aux femmes, de terrorisme, de violences policières. On parle à peu près tous les jours de crimes gratuits, de coups de couteau à la gorge, de déséquilibrés, de guet-apens qui visent pompiers et policiers. Mais l'état des lieux de l'insécurité, complet et chiffré, demeure un puissant tabou, au même titre que la part de l'immigration dans cette insécurité. Cet état des lieux récent et chiffré, le voici. Je ne citerai pas les chiffres du ministère de l'Intérieur qui minimisent gravement la réalité criminelle, puisqu'on sait par exemple qu'à peine 12% des victimes de viol portent plainte aujourd'hui et que seuls 1 à 2% des violeurs ont un jour affaire à la justice. D'après le rapport de l'Observatoire national de la délinquance, publié en 2018, le dernier dont nous disposons, on recense chaque jour en France plus de 14 000 victimes d'injures, plus de 5 000 victimes de menaces, plus de 4 000 ménages victimes d'un vol ou d'un acte de vandalisme, plus de 1 700 victimes de vol ou tentatives de vol de véhicules, plus de 3 500 victimes de vol simple, dont 575 avec violence. J'ai bien dit tous les jours, toutes les 24 heures. Et ces chiffres sont encore en dessous de la réalité, puisque certaines victimes ne se déclarent pas et que les victimes de moins de 14 ans et de plus de 76 ans ne sont pas comptabilisées par cette enquête. Concernant les violences aux personnes, on recense près de 2500 victimes de violences physiques tous les jours, plus de 700 victimes de violences sexuelles hors ménage tous les jours. Les viols et tentatives de viol à eux seuls font 425 victimes tous les jours. Et seules les victimes majeures de 18 à 76 ans sont comptabilisées dans ce calcul. Les mineurs sont pourtant particulièrement exposés aux violences sexuelles. Le taux d'homicide volontaire de la France, supérieur à celui du Royaume-Uni, est aujourd'hui équivalent à celui de l'Algérie. Les chiffres 2019, qui seront publiés en décembre, vont hélas confirmer cette tendance. Voilà, les Français ont le droit de savoir, et je crois que nous avons le devoir de le dire, l'ensauvagement est là, et nul n'est censé ignorer cette réalité. Cet ensauvagement est favorisé, d'une part par une immigration de quantité, en provenance de pays parmi les moins productifs du monde, au différentiel culturel considérable, immigration que la France n'a pas les moyens d'absorber ni d'employer. 2/3 des crimes et délits impliquent aujourd'hui des individus issus de l'immigration. L'insécurité est favorisée d'autre part par un refus total et dogmatique d'adapter la réponse pénale, migratoire et carcérale à la réalité de la situation. J'ai dit que 1 à 2% des violeurs avaient un jour affaire à la justice. Quand c'est le cas, la justice ne les condamne presque jamais à hauteur de ce que prévoit le droit. Il suffit de consulter les verdicts rendus par les tribunaux pour s'en rendre compte. Le viol, article 222-23 du Code pénal, est puni de 15 ans d'emprisonnement ferme. La condamnation moyenne prononcée est de 7 à 8 ans. Elle dépasse rarement les 10 ans. Au-delà des sursis, de la réduction de peine pour bonne conduite devenue automatique, un juge d'application des peines a toute latitude pour commuer cette peine d'enfermement en port de bracelet, stage citoyen, travail d'intérêt général, assignation à résidence ou que sais-je encore. On voit donc des violeurs aujourd'hui condamnés à des peines de 2 à 5 ans de prison qui parfois n'y mettent même pas les pieds puisqu'il n'y a plus de place dans les prisons et qu'il faut les désengorger. Et on parle ici du viol qui est un crime.
Imaginez donc ce qu'il advient des simples voleurs ou auteurs de violences, même en récidive. On voit tous les jours des individus arrêtés pour crimes, déjà condamnés 10, 20, 30 fois. Hier, en Isère, à Voiron, un homme a porté 2 coups de couteau à un autre homme, à la gorge et au front, soi-disant pour un mauvais regard. Il s'avère que cet homme a déjà été condamné 49 fois dans le passé. Il a pris 3 ans de prison, il n'en fera qu'un seul. Voilà comment on rend la justice au nom du peuple. Voilà comment on vide le code pénal de sa substance. Voilà comment on ruine la force de la loi. Allez dans un tribunal ne serait-ce qu'une matinée, faites l'expérience. Les audiences sont publiques. Vous comprendrez mieux le désespoir des policiers et le sentiment de toute-puissance qui anime tant de délinquants. Pour être puni sévèrement en France, il faut se lever tôt. Il faut faire quelque chose de vraiment très grave. Par exemple, frauder le fisc ou tenter de faire respecter pacifiquement nos frontières. Ça marche aussi. En matière de sécurité, comme en tout autre domaine, l'idéologie prime. La compréhension, l'excuse, la bienveillance, le mythe du délinquant innocent et de la société coupable. La priorité donnée à la réinsertion des délinquants plutôt qu'à la sécurité des honnêtes gens. La simple application du code pénal suffirait pourtant à annihiler la récidive et donc l'insécurité, puisqu'un petit noyau de criminels endurcis représente une grande part de la criminalité française. Mais on nous dit qu'il n'y a plus de place en prison, sans avoir l'idée d'en reconstruire. C'est une faillite majeure de l'État, et si le citoyen s'en inquiète, médias et experts n'auront de cesse de le mettre en accusation, de le renvoyer à ses idées reçues, de criminaliser ses inquiétudes. Voilà des décennies que les victimes s'empilent, sacrifiées sur l'autel de l'antiracisme, parce qu'il serait dangereux d'en parler. Cette passivité, cette lâcheté face au réel, c'est aussi la condamnation pour nous tous à subir cette insécurité, dans le silence médiatique et à des années-lumière de l'intérêt des pouvoirs publics. La situation exige des actes en urgence, des vrais, pas un Grenelle. La situation exige du courage, le courage de dire que tous ces problèmes prétendument sociaux, la violence gratuite, les incivilités, les violences antisémites, les violences homophobes, le harcèlement de rue, les violences contre les pompiers, les médecins, les guichetiers, les policiers, les violences en milieu scolaire, tous ces problèmes sont peut-être bien un peu liés d'une manière ou d'une autre aux conséquences d'un vivre ensemble utopique et d'une immigration de quantité qui n'est pas voulue ni maîtrisée. Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. Comment cela va-t-il se terminer ? Je viens de publier cette semaine, toujours aux éditions Ring, la suite de mon livre Guérilla, sous-titré Le temps des barbares, un ouvrage d'après moi de grande qualité, accessible à un prix modique, malheureusement pas vu à la télé, mais en tête des ventes sur Amazon et dans les librairies. Je fais ma promotion moi-même, sinon peu de gens le font pour moi. Ce livre tente de donner un aperçu de ce drame où l'on va, où nous emmène ce vivre ensemble à marche forcée. Après l'ensauvagement, il y a le risque, chaque jour un peu plus grand, d'embrasement. D'ici 5 à 6 ans, déclarait Gérard Collomb en octobre dernier, la situation pourrait devenir irréversible. Le gouvernement s'en moque, mais le renseignement le sait. Tous les éléments du drame sont en place. Une fragilité économique extrême, des forces de l'ordre à bout, des tensions sociales sans précédent, des pans entiers du territoire hors de contrôle. En clair, on ajoute à la situation explosive de 2005, absolument pas apaisée, encore plus de communautarisme, encore plus d'immigration, le facteur terroriste, l'écart vertigineux qui sépare la réalité vécue par le peuple des rêves de ses élites. La France est un bidon d'essence, il suffira d'une étincelle. Dans mon livre Guérilla, je ne parle même pas d'une guerre civile, puisqu'il ne s'agit pas de guerre entre factions ou entre clans distincts. Je parle de la fin de la France au bout de sa décohésion. Je parle d'une guerre de tous contre tous, où nul n'a plus rien à gagner. Notre pays est malade et l'insécurité en est le premier symptôme. Un tel sujet n'a plus à être politisé. S'il l'est, comme l'immigration, c'est pour mieux nous l'interdire.
Nous devons cesser d'avoir peur. Nous devons retrouver la voie du sens commun, renouer contact avec ce peuple, privé d'expression, de représentants, d'existence. Nous devons trouver le courage d'ignorer ce vieux chantage de l'extrême droite qui nous tétanise. Pour y mettre fin, il suffit de l'ignorer. Ceux qui l'ont fait un peu partout dans le monde ne s'en portent pas plus mal, il me semble. Vous perdrez peut-être quelques amis au passage, sans doute pas les meilleurs. Ceux qui veulent se tailler un avenir dans ce monde doivent avoir pour principe central le refus du diktat progressiste, ce carcan moral dans lequel une certaine gauche tente d'emprisonner l'opinion, ce qui revient à piéger le débat public, par conséquent à empêcher la libre expression de la démocratie et à priver les peuples de leur souveraineté. Il en va de notre survie. J'en termine là sur ces paroles optimistes et je vous remercie de votre attention.